C'est bon, on en a un qui marche. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à Vittel. Il y en a qui jouent à domicile de toute façon. Ce soir, vous avez remarqué, on a un invité spécial, qui est Gérard Filoche, que je présenterai tout à l'heure. Je vais laisser la parole à René-Lise pour vous présenter l'objectif de notre réunion de ce soir. On va présenter notre programme et on aura un temps d'échange à l'issue pour répondre à toutes vos questions. Merci. Vous avez dit bonsoir à toutes et tous. Merci aussi d'être venus si nombreux pour nous soutenir dans cette campagne et pour échanger avec Gérard en particulier. Avant de vous donner un petit peu le programme de la soirée, je vais me présenter. Je m'appelle René-Lise Rottiot, j'ai 68 ans, je suis originaire de Vittel. Mes parents, c'était Pierre et Françoise Rottiot. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont connus. Je voudrais leur rendre un hommage parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont élevé un peu dans une ambiance voilà, très politisée. Mes parents, ils se sont battus pendant 40 ans à Vittel. Ils étaient profs, donc ils étaient indépendants, ils étaient libres. Et en arrivant ici, ils ont été frappés par la mauvaise vraiment répartition des richesses, quoi. Il y avait l'embouteillage avec le patron qui était très à l'aise, avec une certaine classe sociale privilégiée, on va dire, à Vittel, et puis le ruissellement dont on parle maintenant, il ne se faisait pas tellement sentir, quoi. Et en particulier, les investissements en équipement public, ils n'étaient pas vraiment faits dans l'intérêt général, c'était plutôt dans l'intérêt de la marque Nestlé. Et ça a toujours existé ici à Vittel et ça continue. Voilà, donc mes parents, ils n'étaient pas du tout au courant du sujet du manque d'eau, il n'en était pas question à l'époque, et ils se sont battus toute leur vie pour une meilleure répartition des richesses. Donc effectivement, il y a une continuité. C'est quelque chose, moi, qui m'a marqué dans mon éducation. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc j'ai 68 ans, j'ai dit je suis retraitée, médecin salarié, retraitée. Et dans mon exercice professionnel, j'ai fait en gros 10 années de soins au Maroc et puis ensuite en Guadeloupe. Et comme médecin salarié de santé publique, en centre de santé, en hôpital de proximité. Et puis après, je suis rentrée à la sécurité sociale, où il y avait plein de beaux projets à l'époque, et puis qui se sont révélés depuis catastrophiques. C'est-à-dire qu'on nous a enfarinés en nous faisant croire à des choses magnifiques, à un avenir magnifique, et en réalité, c'était déjà la casse de la Sécu qui se préparait depuis toutes ces années. Voilà, depuis que je suis à la retraite ici, je suis revenue dans la maison de mes parents, la maison familiale, avec mon conjoint qui est par là, Bernard, que je salue aussi, qui est très impliqué dans une lutte, comme moi, une lutte citoyenne pour la défense de l'eau à Vittel. Donc on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler tout à l'heure, puisque vous savez qu'à Vittel, on a un manque d'eau qui est totalement anormal et qui est aggravé par le changement climatique. Et ce manque d'eau, il est dû quand même majoritairement ici à une surexploitation industrielle des nappes, essentiellement par Nestlé Water, qui n'apporte aucune plus-value à l'exploitation de cette eau, puisqu'il prélève l'eau et la vend en bouteille, et par la fromagerie L'Hermitage, qui malheureusement pompe dans la même nappe. Erreur de stratégie économique, deux plus grosses industries de la région qui tapent dans la même nappe que les habitants, que les collectivités, que les cultivateurs. Tout le monde sur la même ressource. Donc évidemment, le résultat au bout de 50 ans, 60 ans, 150 ans, ça fait 150 ans qu'il y a un embouteillage ici, et bien, bon, il arrive ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on est au bout de la ressource. En étant à la retraite ici, donc investissement associatif, militant, essentiellement sur le projet de défense de l'eau, voilà, au sein du collectif O88, et puis aussi je suis blogueuse sur l'eau qui mord, donc je fais ma petite pub au passage pour la page qui héberge aussi les actions du collectif. Je suis aussi impliquée, moins, hein, mais je suis aussi adhérente à des associations de défense des oiseaux, par exemple. Oiseaux Nature, qui est une très belle association. Puis Vosges Nature Environnement, voilà, je suis aussi engagée dans des associations antinucléaires. En 2017,
compte tenu de mon éducation, je veux dire, de ma sensibilité politique, je me suis naturellement présentée comme titulaire pour porter la candidature de la France Insoumise aux législatives. Et puis là, de ce fait, c'est tout naturellement, et j'en suis extrêmement heureuse, que je suis suppléante de François-Xavier Wein, c'est quand même la jeunesse, quoi. Hein, même si à LFI, on nous reproche d'avoir un leader qui est trop vieux, trop râleur. Bon, mais je veux dire, voilà, il y a Mélenchon, et derrière, il y a des quantités de jeunes comme François-Xavier qui se lancent en politique, qui sont pleins d'allant, pleins de convictions, et qui vont certainement apporter une énorme contribution à la construction de ce nouveau monde que nous attendons tant. Alors, nous, on porte le programme tous les deux de la NUP, ou NUPS, comme vous voulez, c'est libre. De la NUP ou de la NUPS, qui est la nouvelle union, il faut que je regarde ma feuille parce que je ne sais encore pas par cœur, de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Alors si moi j'ai encore du mal à le dire de manière fluide, vous imaginez, quand on fait du porte-à-porte, les difficultés qu'ont les gens à savoir ce que c'est. Bon, ben on leur dit, écoutez, c'est notre handicap pour la campagne, mais c'est notre force, parce que derrière, il y a la France Insoumise, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, la GDS, il y a les socialistes de gauche, voilà, qui se sont unis enfin pour porter 650 mesures. François-Xavier va vous en parler tout à l'heure, et qui ont des nuances et divergences, mais qui se régleront à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc la NUPES, comme c'est très compliqué à faire retenir à tout le monde, c'est génial parce qu'il y a un petit logo qui est le V, le NU, et ce V, c'est le V comme vote, puisque notre premier ennemi, c'est l'abstention, et puis c'est le V comme victoire, parce qu'on va gagner. Voilà, donc je passe la parole à François-Xavier. Merci René, alors je vais me lever aussi pour le coup. Je vérifie les boutons. Je remercie d'être là. Je suis très content d'être avec René-Lise parce qu'on est porteur d'un programme et d'un programme d'union. On a entendu beaucoup de fois au porte-à-porte, c'était dommage au présidentiel, on avait des programmes qui étaient à 90-95% communs dans ces mesures. Au niveau des législatives, on a présenté 577 candidats qui sont porteurs de ce programme d'union. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, je vais vous l'expliquer. Mais avant tout, je vais me présenter parce qu'on vote pour un candidat. Je m'appelle François-Xavier Wein, j'ai 35 ans. Bon, je te remercie René-Lise de dire que je suis jeune. Je suis moins jeune que d'autres, qui nous aident beaucoup à tracter au porte-à-porte, mais plus jeune que ce qu'on peut voir à l'Assemblée nationale, c'est vrai. J'ai grandi à côté de Neufchâteau, à Soulos-sous-Saint-Élophe. J'ai poursuivi mes études à Nancy, puis à Strasbourg. Aujourd'hui, je suis avocat, je me suis installé à Neufchâteau, c'est un choix. Avocat, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Qu'est-ce que je fais ? Je fais du dommage corporel, ça veut dire que j'aide les victimes d'un accident du travail, d'un accident de la circulation, d'une agression ou d'un accident médical à l'hôpital. Je les aide à obtenir une indemnisation contre les compagnies d'assurance ou les auteurs responsables. Parce que c'est toujours la croix et la bannière lorsqu'il nous arrive un accident de la vie de ce type, et on est toujours dépourvus. Je les assiste dans ces démarches. Je vis actuellement à Saint-Pont-les-Parais et la raison pour laquelle j'ai candidaté derrière l'Union populaire, c'est que simplement dans mon métier, je me suis rendu compte de la problématique du service public de la justice. On en parle peu de celui-là, mais c'est égal à tous les autres. Je donne toujours cet exemple, et c'est très simple, le service de public de la justice. Quand je suis arrivé en 2013, il y avait 3 juges d'instruction. Le juge d'instruction, c'est le juge roi, c'est le juge qui a été créé par Napoléon, celui que Nicolas Sarkozy a voulu supprimer, peut-être qu'à une époque ça lui aurait évité moins de soucis, effectivement, parce que le juge d'instruction, c'est le juge qui instruit, qui fait les démarches autour d'un crime ou d'un délit extrêmement compliqué, soit les délits de montage financier, soit les grands trafics de stupéfiants, concrètement. Donc c'est vraiment un juge qui est indispensable dans le schéma judiciaire. Et malgré ça, on en a perdu un dans les Vosges. La criminalité a stagné,
c'est pas qu'elle a augmenté, c'est pas qu'elle a baissé, elle est toujours identique, mais on a perdu un juge d'instruction avec un système très vicieux qui était de dire, chez les juges, mais c'est partout dans beaucoup de hauts fonctionnaires, c'est de dire, le juge fait 4-5 ans au même endroit, et puis il change. Alors à chaque fois en septembre, il y a un petit mercato, on récupère un juge d'affaires familiales de Nancy, et puis on en a un qui part à Vesoul, et puis il y en a un qui est sorti d'école qui vient, mais bizarrement, Épinal, comme toutes les juridictions, est toujours assez perdant. Et une année, on nous a dit, bah voilà, le juge d'instruction, il part, on va pas le remplacer, mais on va y remédier. Alors 6 mois plus tard, on a tourné à 2, puis 6 mois plus tard, on nous a mis un juge placé. Et puis, juge placé, c'est que 6 mois, 1 an, donc il a dû repartir. Et puis finalement, à 2, ça a marché, et puis on verra autre chose. Bref, aujourd'hui, on n'a plus de juge d'instruction. Cette case du service public, je l'ai vue d'un œil, et de l'autre œil, j'ai vu les modifications des lois, notamment celle du Code du travail que Gérard vous expliquera plus en détail, mais qui m'a enlevé le grain à moudre de quoi discuter devant les juges, lorsqu'ils sont encore là. Donc voyant cela, je me suis dit que j'arrivais un peu au bout de mon métier d'avocat, si on m'enlevait de quoi travailler, et je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté au niveau de la formation des lois. Le député, c'est celui qui vote les lois. On l'oublie trop souvent. René Lise vous a expliqué cet accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais le but final, c'est quoi? C'est que ça fait bien trop longtemps qu'on a un président qui décide seul parce que son Assemblée nationale lui est acquise, avec des députés qui étaient issus de la société civile et auxquels on aurait peut-être pu penser qu'ils fassent un travail de député, et au final c'est simplement une chambre d'enregistrement qui valide ce que dit le président. À la France Insoumise, on avait 17 députés d'opposition issus de la société civile. Quand je dis issus de la société civile, ça veut dire qu'ils n'exercent pas d'autres mandats. Moi, je ne suis pas maire, je ne suis pas conseiller départemental, je ne suis pas conseiller régional, je n'ai jamais fait aucune autre élection. Mon parcours, c'est simple, c'est scolarité, études, travail. C'est seulement après 9 ans d'exercice professionnel que je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Je n'ai pas fait de carrière de politicien. Donc, nos 17 députés de l'Assemblée nationale ont fait un travail législatif extraordinaire qui ont permis d'aboutir avec les milliers de militants au programme qu'on va vous présenter ce soir. Parce que notre programme, dont on vous fait l'éloge avec les 630 propositions, c'est pas sorti d'un chapeau. C'est une cinquantaine, une soixantaine de thématiques bien précises sur lesquelles ont travaillé une quarantaine, une cinquantaine de professionnels. Donc vous imaginez le monde que ça mobilise, mais ça fait quelque chose de très construit et d'argumenté. J'explique à chaque fois que l'actualité nous sert pour présenter une réunion. Je vais me servir de l'actualité de hier, où le programme de la NUP a été présenté et a été chiffré. On nous a opposé des études économiques, et qu'est-ce qu'on voit? Nos économistes, qui sont des maîtres de conférences de l'université publique, le valident. Les économistes, alors il y a l'Institut Montaigne, il y a Terra Nova, qui sont des économistes de think tank, je ne sais pas très bien le prononcer, j'ai pas fait le D2 anglais, sont finalement financés par des entreprises privées. Et on a encore cette distinction service public et service privé. Bref, on a un programme qui est chiffré, qui est complet, et même on allait encore plus loin, c'est qu'on l'a soumis au sondage des Français par un institut de sondage pour être sûr que nos mesures convenaient à ce qu'attendait la population. Donc on avait véritablement quelque chose de très construit. Face à cela, on a plusieurs urgences. La première urgence, elle est sociale. Enfin, elles sont toutes urgentes, je ne peux même pas les classer, mais la première urgence qu'on traitera à l'Assemblée nationale, elle est sociale, elle est très simple à faire parce que ça va se jouer par des lois ou des décrets qui vont être pris en un mois et demi. Je donne toujours cet exemple également, l'impôt sur la fortune. C'était toujours ce cheval de bataille d'une certaine droite de parler de l'impôt sur la fortune, mais vu que c'était 0,5, 1 ou au pire 1,5% des gros patrimoines, les présidents précédents n'avaient pas fait en sorte que ça passe à l'Assemblée nationale. Monsieur Macron est élu en 2017, ses députés arrivent le mois suivant, un mois et demi plus tard, on supprime l'impôt sur la fortune. Quelques temps plus tard, on supprime la flat tax. Bref, des mesures fiscales qui peuvent être prises très rapidement et qui ont un impact très fort. On peut faire de notre côté la même chose, avec des choses très simples qui seront le blocage des prix des carburants, de l'énergie et des produits de première nécessité. Ça existe dans d'autres pays d'Europe, ça existe en France à La Réunion, c'est tout à fait possible, ça n'a aucun coût pour l'État, le seul coût ce sera pour les actionnaires de Total. Donc ce sera particulièrement facile à mettre en place.
On ira sur un SMIC à 1 500 € net. Donc, je sais, on va te dire, mais comment vous faites pour le financer? Ce à quoi je dis, comment est-ce qu'on a financé l'augmentation de l'essence? Comment les patrons du CAC 40 se sont augmentés de 50% en 2021? Et surtout, notre augmentation du SMIC, ce que l'on souhaite, c'est une augmentation de 15%. Donc on n'est pas dans l'excès de demander une augmentation de 15%. Moins de 10%, c'est tout juste sensible. On veut une augmentation un peu plus que symbolique, qui reste de l'échelle de 15%. Quand on regarde ce qui se passe en Espagne ou en Allemagne, on est plus de l'ordre de 25 à 30% des salaires minimums. Donc on reste largement dans le raisonnable, ce qui permettra un cercle vertueux de la consommation, parce que la consommation populaire est à 100% lorsqu'on a des faibles revenus. Du même ordre, la retraite. La retraite, on en parle beaucoup parce que c'est ce qui va être dans les tuyaux à la rentrée de l'Assemblée nationale. Même si M. Macron nous a dit que ce sera que en 2023, et puis après un Conseil national de la refondation, en reprenant l'acronyme CNR, qui est une honte de sa part venant de sa bouche, mais bon, ça c'est un peu parti pris de la mienne, de ma part, on remettra une retraite à 60 ans. Ça a marché dans les années passées. À chaque fois qu'on fait du porte-à-porte, on rencontre des personnes qui ont régulièrement pris leur retraite à 60 ans. Tout le monde est pour, le budget est là pour. Avec l'augmentation du SMIC, une égalité salariale femmes-hommes, on y arrivera. Il n'y a aucune raison économique qui justifierait de la repousser à 65 ans. Donc vous aurez compris, notre programme il est ambitieux. Mais on va aller encore plus loin. On veut refonder le service public. Parce que faire face à l'urgence sociale, c'est très bien, mais on a besoin de services publics pour cela. Le service public, c'est quelque chose qui est déconstruit depuis très longtemps. On pourrait imaginer un État régalien. L'État régalien, c'est un État qui gère uniquement les fonctions de police, de justice et d'armée. Et tout le reste relèverait du service privé. Vous avez besoin d'électricité, vous prenez un fournisseur privé. Vous avez besoin d'aller chez le médecin, avant la carte vitale, vous payez le médecin qui vient à domicile. Vous avez besoin d'éduquer vos enfants, il n'y a pas l'école publique, vous trouvez un enseignant, vous l'éduquez vous-même. Ça pourrait marcher comme ça. En France, on a une logique d'un service public très fort et qu'on veut renforcer. Parce qu'on a vu une éducation nationale qui a beaucoup souffert. Alors j'ai les chiffres de ces 5 dernières années, mais on pourrait remonter à plutôt 20 ans. L'éducation nationale ces 5 dernières années, c'est 7500 postes en moins dans l'éducation nationale pour 68 000 élèves de plus. Donc forcément, il y a un problème dans le croisement des courbes. La santé, c'est la même chose. un peu plus de 17 000 lits supprimés, ce qui fait comme effet direct de dégoûter les soignants des métiers du soin. Ce chiffre est sorti à l'INSEE. Une infirmière ou un infirmier qui sort de l'école de formation, son espérance de vie professionnelle est de 5 ans. C'est-à-dire qu'on a tellement dégoûté du métier en ayant des pénuries de personnel et des pénuries de moyens que l'éducation nationale comme l'hôpital se trouvent dépourvus de personnel. Et puis, alors, vous aurez deux solutions. Soit vous voulez modifier l'éducation, je pousse un peu le trait, mais on n'en est pas très loin. Vous mettez vos enfants en école privée et vous allez en clinique privée. Soit vous attendez votre tour aux urgences. Si les urgences sont encore ouvertes, parce qu'on a vu le cas à Remiremont récemment, où les urgences ont failli fermer, ont fermé un certain temps. Et heureusement, on réouvert après une mobilisation, mais ça risque d'être comme mon juge d'instruction. Attention à la suite, sachant qu'on va aussi rappeler ce qui s'est passé à Neufchâteau, le CHOV a perdu le service d'addictologie, parce que c'est pas très intéressant, il a perdu la cardiologie, voilà, c'est un peu plus intéressant quand même, et il risque de perdre la pneumologie. Donc on détricote petit à petit les services des hôpitaux pour ne pas fermer l'hôpital, mais il arrive un moment où ça arrivera. On a cette logique très forte du service public, il y a des batailles phares, l'autoroute. L'autoroute, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que rien ne change. L'autoroute qui a été remise au privé, ça veut dire c'était l'autoroute construite par les deniers publics qui fonctionnait très bien. On l'a confiée en gestion à des sociétés privées. Chez nous, c'est APRR, autoroute Paris-Rhin-Rhône. Concrètement, c'est une perte de 4 milliards d'euros de recettes par an à l'État. Ça fait 80 € par habitant. Donc c'est pas anodin. Si ça ne suffisait pas, la SNCF, on parle pas de privatisation de la SNCF, c'est beaucoup plus pervers que ça. C'est qu'on a détricoté en multiservices et qu'aujourd'hui sur le rail, on peut ouvrir à la concurrence, qui à moyen terme permettrait d'avoir un train de la Renfe, de la SNCF espagnole, qui vous fera faire Neufchâteau-Nancy à tarif défiant en toute concurrence, mais du coup il n'y aura plus d'autres trains du service public. Un autre exemple, c'est la Française des Jeux. Et celui-là, il est particulièrement symbolique parce que la Française des Jeux, personne n'avait osé y toucher par le passé.
La Française des Jeux, c'est sorti du chapeau du président et de l'Assemblée nationale, où ça a été ouvert à l'actionnariat. On n'avait rien demandé à personne, ça rapportait de l'argent à l'État, et puis c'est parti à l'actionnariat. Alors, le conseil financier arrive avec retard. Si vous aviez acheté des actions Françaises des Jeux, vous auriez doublé votre capital, très concrètement, enfin, presque doublé votre capital. Notre problématique, c'est qu'ils vont faire pareil avec l'énergie, avec EDF, ça s'appelait le projet Hercule. Le projet Hercule, c'était de diviser EDF en plusieurs pôles. Le pôle nucléaire, qui restait public, forcément, ça allait coûter beaucoup d'argent, ça allait être déficitaire. Le pôle transport, qui allait être ouvert à l'actionnariat, comme la Française des Jeux. Et le pôle barrage hydraulique, qui serait géré par des sociétés comme Veolia ou Suez. Et pour nous, la production d'énergie doit être véritablement un pôle public, tout comme la CNCF, tout comme l'éducation, tout comme la santé. Je vais terminer mon intervention par la fiscalité, parce que notre programme, je vous ai dit tout à l'heure, il est chiffré. C'est un coût de 250 milliards d'euros. Je ne sais pas ce que ça représente, 250 milliards. Moi, j'ai arrêté de compter bien avant. Pour des gains de 267 milliards. Donc, c'est équilibré. Mais pour l'équilibrer, il va forcément revoir la question de la fiscalité. Je vous ai dit tout à l'heure, en 1 mois et demi, M. Macron et ses députés ont supprimé l'impôt sur la fortune. Avec une majorité de députés de la NUP, avec 289 députés à l'Assemblée nationale, nous, on mettra 15 jours à la rétablir. On rajoutera un petit volet climatique, où on surtaxera les objets de valeur qui polluent plus que les autres. Je pense au yacht. Alors, le millionnaire, le multimillionnaire qui a son yacht de plusieurs mètres, qui consomme 600 à 900 litres de gasoil à l'heure, pourra se permettre de payer un impôt sur la fortune climatique. En parallèle, on supprimera la flat tax. La flat tax, c'est très pervers. Presque personne ne sait ce que c'est la flat tax. C'est un joli nom, puis vu que c'est taxe, c'est bien, ça veut dire qu'on doit taxer quelque chose. Pas du tout. La flat tax, c'est le système qui fait que lorsque vous aviez des revenus du capital, donc quand vous aviez vos stock options ou vos 100 000 actions AXA, qui vous rapportaient une somme à 5 ou 6 chiffres, avant, l'État prélevait sur cette somme-là un impôt sur le revenu du capital qui était équivalent à l'impôt sur le revenu du travail. Donc les tranches 0%, 14%, 30%, 41%, 45%. La flat tax, on a dit, bah non, ces pauvres personnes qui gagnent leurs 100, 200, 300 000 euros de dividendes, de mot interdit à l'Assemblée nationale, ces pauvres personnes, on va leur mettre un impôt forfaitaire à 30%. Ça a été une perte de 4 milliards qui était totalement injustifiée, il n'y avait pas de raison. Les gens n'allaient pas fuir la France parce qu'ils allaient devoir payer de l'impôt sur de l'argent qu'ils percevaient sans avoir travaillé pour le percevoir. En parallèle, on va revoir la question de l'impôt sur le revenu. On va faire plus de tranches. En ce moment, il y a 5 tranches, ce que je vous ai dit il y a un instant. Ce qui fait que vous gagnez 2 600 euros par mois ou 6 200 euros par mois, vous êtes à la tranche 30%. Alors, c'est un système de tranche, ça ne veut pas dire tout le revenu, mais ça c'est calculé automatiquement. Mais 30%, on n'a pas la même vie entre 2 600 euros par mois et 6 200 euros par mois. Donc on va créer 14 tranches. En parallèle, on va modifier la CSG. La CSG aussi, c'est un système qu'on ne veut pas savoir ce que c'est, parce que vous avez votre fiche de paie, il y a du brut, à la fin, vous regardez le net, il y a plein de petites lignes. C'est compliqué de savoir ce que c'est, et puis ça fait tellement mal au cœur de voir partir l'argent, alors que c'est des cotisations sociales. Ça fait mal au cœur de voir partir la CSG, la contribution sociale généralisée, qui est à 9,2% si vous êtes salarié. Alors, les retraites, c'est un peu différent, mais notre système s'appliquera pour tout le monde, ça fera un gain net pour tout le monde. La CSG, que vous gagnez 2 000 euros par mois, ou vous gagnez 20 000 euros par mois, c'est 9,2% qui est prélevé. Nous, on veut faire quelque chose de linéaire. Une petite CSG pour les petits revenus, une grosse CSG pour les gros revenus. Maintenant que j'ai dit tout ça, vous allez me dire, mais est-ce que ça va s'appliquer à moi? Est-ce que ça va s'appliquer à voisin? À partir de quand on paye plus ou on paye moins? On a fixé le seuil à 4 000 euros par mois et par personne. Donc 8 000 euros pour un couple. Si vous gagnez entre 0 et 4 000 euros, vous payerez moins d'impôts sur le revenu et de CSG. Si vous gagnez plus de 4 000 euros par mois, vous payerez plus d'impôts sur le revenu et de CSG. Alors ça reste raisonnable lorsque vous êtes à 4, 5, 6 jusqu'à 10 000 euros. Si vous gagnez plus de 33 000 euros par mois, vous payerez plus. Mais même si vous gagnez plus de 33 000 euros par mois et que vous payez plus, vous allez quand même voter pour le programme de la NUP parce qu'il est particulièrement intéressant pour les générations à venir. Ce programme économique permettra de résoudre l'urgence sociale et l'urgence du service public, mais en plus de ça, parce que ce n'était pas assez ambitieux,
on va affronter la problématique écologique qui a trop été mise de côté. Pendant les débats résidentiels, ça a été chiffré, c'était quoi, 2-3% du temps de débat présidentiel, la question écologique. Et sur ce point-là, je vais laisser René-Lise nous expliquer les mesures que prévoit la NUP pour l'urgence écologique. Merci François-Xavier. Bon, puisqu'on est à Vittel, je vais quand même prendre essentiellement l'exemple de Vittel pour illustrer nos préoccupations, nos engagements vers une bifurcation écologique. On perçoit tous le changement climatique. Il n'est pas seul responsable du manque d'eau ici sur Vittel. On a, comme je le disais tout à l'heure, une multinationale Nestlé qui est là depuis 50 ans et qui a une véritable mainmise sur l'eau et sur les sols du territoire. Nestlé possède 80% des terres agricoles utiles ici. Et donc, Nestlé fait un maximum de profit depuis 50 ans en exploitant notre eau à peu près gratuitement, puisqu'il les forages lui appartiennent. Il paye une somme de taxes ridicule pour la flotte. Il ne la paye pas, contrairement à la fromagerie. Et avec derrière une robotisation à toute vitesse et des suppressions d'emplois qui ne disent pas leur nom, mais qui sont effectives. Il y avait 4500 salariés sur Vittel, Contrexéville, sur les deux sites, parce qu'il y a deux sites d'embouteillage ici, si tu veux. Il y avait Vittel au départ, et puis Contrexéville, qui n'appartenait pas aux mêmes familles. Vittel, ça appartenait à la famille Voulumier, et Contrexéville appartenait à la famille Perrier. Et quand Nestlé est arrivé ici, il s'est installé sur Vittel. Il a racheté Vittel en 92, je donne 2-3 explications à Gérard. Et ensuite, 1 ou 2 ans après, il a racheté le portefeuille de Perrier. Donc on a une fusion des deux sites ici. Quand les deux sites étaient... avant qu'ils ne soient fusionnés, dans les années 75, il y avait à peu près 4700 salariés ici. Aujourd'hui, il en reste moins de 700 et on nous en annonce moins de 600 d'ici 2023. Donc c'est prélèvement à une vitesse accélérée et suppression d'emplois du fait de la robotisation à vitesse accélérée aussi. Donc tous ces prélèvements sur la nature, ils ont une conséquence dramatique, c'est que après toutes ces années, les nappes phréatiques sont en voie d'épuisement. La nappe profonde, c'est certain, on le sait, c'est notoire parce qu'on a des informations sur cette nappe compte tenu que nous aussi, on prélève, voilà, on prend l'eau là-dedans. S'il n'y avait pas les habitants dans cette nappe, on ne saurait rien de son état. Par comparaison, il y a 2 nappes au-dessus qui donnent les marques Épar et Contrex, que vous connaissez certainement. Ce sont des nappes phréatiques dans lesquelles nous ne sommes pas, les habitants, pratiquement pas, les collectivités non plus. Et donc ces nappes, elles ne sont pas privatisées complètement. Il n'y a pas d'exploitation, de droit exclusif d'exploitation, mais de fait, il n'y a à peu près que Nestlé qui tape dedans. Et secret commercial oblige et secret industriel, nous n'avons aucune information sur l'état de ces nappes supérieures. Puis vous savez bien quand même que quand on a une nappe profonde, en général, elle est un peu alimentée par les nappes du dessus. Donc on a de quoi être inquiet. Donc ce phénomène de surexploitation et d'épuisement des nappes, il est bien évidemment aggravé par le changement climatique, les sécheresses, la pluie qui diminue, les précipitations qui diminuent. Et puis vous ajoutez encore à ça l'artificialisation de certains sols ici. Vous avez vu le petit verre, il traverse toute la ville, il est artificialisé tout le long de son parcours. Donc ça veut dire que l'eau ne s'infiltre plus depuis des années dans le sol. Peut-être aussi une explication au fait que dans le parc, on a des arbres qui meurent. Et puis à cause du changement climatique, on voit des assecs de ruisseaux maintenant, là, au printemps, alors que d'habitude ça arrive en octobre. Donc l'impact écologique, il est majeur. Il est visible maintenant pour tout le monde. L'impact social, j'en ai parlé, ce sont les suppressions d'emplois drastiques qui ne s'appellent plus ni plan de licenciement ni suppression d'emplois, mais qui s'appellent maintenant départ volontaire. Voilà. Il faut dire qu'à Vittel, quand même, la paix sociale, ça s'achète. Les ouvriers de Vittel sont réputés avoir les plus grosses payes des ouvriers dans le secteur. Le troisième impact de cette situation à Vittel, c'est l'impact démocratique, puisque on est dans une situation particulière que nous on appelait féodale du temps de la famille Boulumier, qu'on appelle aujourd'hui coloniale,
depuis 50 ans que la multinationale domine ici et se comporte de manière coloniale en pillant nos ressources sans donner grande compensation aux habitants qu'elle soumet absolument à son régime. Donc l'impact démographique, eh bien, ça se traduit par des conflits d'intérêts, ça se traduit par une omerta. Personne ne parle ici à Vittel de ce qui se passe. Ça se traduit par des pressions. Et puis ça se traduit quand même par une opposition, depuis 6 ans, par un collectif citoyen qui n'est pas très nombreux, mais qui est quand même efficace, qui se fait entendre. Le collectif O88, dont je salue l'action ici, et qui est au départ un regroupement de 4 associations, et qui a quand même obtenu des victoires face à ce géant qu'est Nestlé. Les victoires, je les rappelle un petit peu, c'est le fait qu'il y avait un projet de pipeline ici qui projetait d'aller piquer l'eau des voisins pour la donner aux habitants de sorte que Nestlé puisse rester dans la nappe. Ce projet, grâce à notre action collective, et vous êtes beaucoup ici à y avoir participé, on a réussi à ce qu'il soit abandonné. Il y a eu des condamnations ici. Les conflits d'intérêts ont été dénoncés par le collectif, porté par l'association Anticorps, l'association anticorruption et pour l'éthique en politique, et on a obtenu une condamnation ici de Madame Pruvot, qui était l'adjointe de Monsieur Gauthier, qui se présente aujourd'hui pour la 3e fois comme députée de la circonscription. Cette dame qui a été reconnue coupable dans un procès au mois de décembre dernier, c'était décembre 2021. Cette dame, c'est quand même Monsieur Gauthier qui l'avait fait venir à Vittel. C'est Monsieur Gauthier qui l'avait choisi comme adjointe. C'est Monsieur Gauthier qui l'avait fait remplacer, qui l'avait fait rentrer à la commission chargée de la gestion, de trouver une solution pour la gestion de l'eau. C'est lui qui a présidé cette commission en premier, mais il s'est retiré pour des raisons électorales, et il a fait la place à Madame Pruvot, qui s'est fait nommer par le préfet. C'est lui qui a préparé tout ça. C'est lui qui a préparé la rentrée, toujours dans la commission locale de l'eau, de la Vigie de l'eau. Les Vittellois connaissent bien la Vigie de l'eau. C'est une association qui a été créée à l'initiative de Nestlé. Donc nous, on dit que c'est une officine de Nestlé, c'est le faux nez de Nestlé qui rentre dans tout ce qui est les instances éducatives et culturelles, et qui en réalité agit pour que les gens, en particulier les enfants, acquièrent une culture, un raisonnement qui soit en adéquation avec les stratégies commerciales de la firme. Donc cette Vigie de l'eau, elle a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Nancy. Une élue politique, une association, et c'était encore M. Gauthier qui avait fait rentrer cette association par dérogation dans la commission locale de l'eau. Donc ça, j'insiste là-dessus pour vous montrer quand même qu'on est à Vittel dans un drôle de régime, dans un drôle de système. J'irai plus loin que de dire qu'il n'est pas démocratique. C'est quand même un petit peu, voilà, c'est un peu répréhensible là, quand on a des gens qui sont condamnés, et il y en a qui échappent à ça. Bon, mais on les revoit aujourd'hui, et je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle qu'ils ont joué dans la défense des intérêts de Nestlé aux dépens de l'intérêt général. Voilà, donc ça, c'est les impacts d'une exploitation de l'eau. Nous, comment on agit par rapport à ça? Quand on est face à une situation comme ça, on est face à une entreprise qui prélève annuellement plus que ce que la nappe peut reconstituer naturellement. C'est inadmissible, ça nous conduit, sur le plan écologique, à une catastrophe. Ça nous conduit à ne plus avoir d'eau. Si on n'a plus d'eau ici, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de fromagerie. On ne peut plus élever des bovins non plus. Les vaches, elles ne vont plus donner de lait si l'herbe elle est toute sèche. Donc c'est toute l'activité économique d'un pays qui va être condamnée, Donc nous, on a une règle qu'on propose d'instaurer, c'est la règle verte. Ça veut dire on ne doit pas, dans quelque endroit que ce soit, prélever davantage à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Et on propose que cette règle, ce cadre écologique, il remplace le cadre actuel
qui prévaut depuis des décennies, qui est le cadre économique. Quand vous entendez M. Gauthier qui dit il y a l'économie, il y a l'écologie, il ne faut pas les opposer, etc. Mais de fait, c'est l'économie qui domine ici. Hein. C'est l'économie qui domine ici. Pour nous, ça c'est terminé. On a un nouveau cadre et on ne doit pas en sortir. Ça veut dire que toute activité économique qui est contraire à cette règle verte, eh bien, il va falloir la réformer sérieusement, quoi. Hein, il va falloir revoir complètement tout ça. Ici, on a la chance, grâce à Nestlé, d'avoir une agriculture qui n'est pas bourrée de pesticides. C'est pas une agriculture qui pollue, qui est très polluante. C'est un avantage, je veux le souligner quand même, il faut être honnête. Hein. Mais en réalité, c'est pas cette agriculture-là qu'on veut, nous. On veut une vraie agriculture écologique et paysanne qui permette de produire des légumes. Ici, on ne produit pas de légumes, on produit quelque chose qui permet de protéger l'eau souterraine pour qu'elle soit exploitée à moindre coût, qu'elle soit de meilleure qualité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une agriculture écologique et paysanne qui nourrisse la population. L'agriculture de Nestlé, ici, validée par M. Gauthier et par M. Franqueville et par tous les élus, par tous les candidats qui se présentent, c'est pas une agriculture écologique et paysanne dans le sens où elle ne permet pas de nourrir la population. On n'est pas dans un système d'autosuffisance alimentaire ici. Il faut qu'on a des terres qui sont riches, on a des terres qui ont toujours été réputées pour être riches ici, donc elles doivent réussir à nourrir la population, hein, sans qu'on soit chargé d'acheter des carottes qui viennent d'Italie en plein mois de novembre, à Biocoop. Hein. Voilà. Donc l'agriculture écologique et paysanne. Donc le modèle agrivert, non, c'est pas vraiment ça ce qu'on veut. Les transports publics, bon, ils ont une responsabilité énorme dans le changement climatique. Ici, ça a été supprimé. Qui a supprimé le train ici? Eh bien, c'est la majorité politique de M. Gauthier. C'est la majorité politique de M. Franqueville. Hein, depuis les années 90, il y a une succession de packs ferroviaires. François-Xavier, tu l'as évoqué, une succession de packs ferroviaires qui ont cassé le système public. D'abord le fret, puis la SNCF Voyageurs en France, et puis ensuite le fret en Europe, et puis ensuite les voyageurs en Europe, et maintenant c'est l'ouverture à la concurrence. Ça, ils l'ont fait sur 40 ans. Hein. Et ce sont les majorités, les familles politiques de M. Gauthier, le RPR, le PR, les LR aujourd'hui, la majorité politique de M. Franqueville, hein, parce que le PS a mis sa patte aussi là-dedans, qui ont abouti à cette casse du service public. On a une ligne 14 ici qui est fermée, elle est fermée pour tout le monde, la ligne voyageur pour tout le monde, la ligne fret de Nancy à Vittel, fermée, la ligne fret de Vittel à Méret, ouverte, pour qui? Pour Nestlé. Hein, donc on a bien une privatisation de services publics qui sont mis à disposition des grandes entreprises. C'est inadmissible, un truc comme ça. Donc nous, on va rétablir les transports publics et le climat s'en portera beaucoup mieux. Et puis, il y a les énergies renouvelables. Ici, toutes les entreprises, évidemment, elles tournent avec des ressources fossiles. On a à Vittel des possibilités de ressources d'énergie géothermique qui ne sont pas exploitées parce que, nous a-t-on dit, c'est incompatible avec l'activité de l'embouteillage. Et puis il y a des éoliennes, du photovoltaïque. Ça, c'est vertueux comme forme d'énergie. C'est l'énergie renouvelable de demain. Et ben, c'est encore fait dans n'importe quel sens, quoi. Il y a des éoliennes qui poussent partout. Tu as rencontré les collectifs. C'est inadmissible. C'est non concerté, c'est de l'éolien industriel, c'est complètement privatisé, il y a des mecs qui se gavent avec ça, et ça ne produit pas l'énergie de proximité. Donc c'est pas ça qu'on veut non plus. Nous on veut un pôle énergie public avec des énergies adaptées aux possibilités locales, et puis qui soit développé en concertation avec les populations. Voilà, c'est pas ce que fait M. Gauthier et M. Franqueville, qui appartiennent, encore une fois, à des majorités qui autorisent cette privatisation, ce développement par des entreprises privées, le plus souvent étrangères, allemandes, voilà, et puis on achète des panneaux photovoltaïques chinois, alors qu'on avait en France un système qui permettait d'en produire. Voilà, ce sont eux, ce sont leurs majorités qui permettent tout ça. Nous, on veut
casser tout ça. Et puis, donc je disais reprendre la parole, il faut que ce soit nous les citoyens qui décidions de ce qu'on veut faire de notre eau, de ce qu'on veut faire de notre énergie, de ce qu'on veut développer comme énergie, de ce qu'on veut faire de nos sols, de ce qu'on veut cultiver, quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on doit faire qui réponde à nos besoins. Ça, c'est tout un système de fonctionnement démocratique avec les mises en place d'un haut commissariat, de l'eau, de l'énergie, avec des tas de structures de consultation des collectivités territoriales, locales, et puis des consultations citoyennes. Voilà, je vais en finir. Je voudrais quand même dire un mot aussi, parce qu'il y a 2 problèmes emblématiques dans la 4e Circo, celui de Vittel, et il y en a un deuxième, c'est le circuit automobile de Mirecourt. Vous connaissez ça? Les Vittellois, le projet de circuit automobile à Mirecourt, sur l'ancien aéroport de Juvincourt. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? Cette majorité LR, là, du conseil départemental et régional, c'est de construire un circuit automobile. En 2021, on construit avec les alertes au réchauffement climatique. Voilà, on construit un circuit automobile à Mirecourt qui apporte des pollutions pour l'air, des risques de pollution pour l'eau, peut-être de bassin, qui apporte des risques de nuisances sonores énormes, puis qui est complètement imbécile, quoi. Faire tourner des bagnoles à toute vitesse avec du carburant, c'est absolument l'inverse de ce qu'on veut faire. Eh bien, c'est la majorité LR, encore une fois, qui a pris cette décision. Ils sont calamiteux. Donc, si vous élisez François Xavier, majorité nulle, tout ça à dégager. Je te remercie, René. J'ai juste complété, parce qu'on va laisser la parole à Gérard. On a, à la France Insoumise, on a lancé 2 concepts, ils sont écrits noir sur blanc, c'est la sobriété et l'efficacité. Et on ne va pas passer à côté, parce que le terme de sobriété, il est véritablement important pour l'avenir très proche. Je donne toujours cette date butoir. Alors, il y a beaucoup de rapports d'experts. Le dernier, le GIEC, nous dit dans 3 ans et demi, si on ne fait rien, on ne pourra plus faire marche arrière, c'est le point de non-retour. Mais si on ne voulait pas les écouter, il y a quelque chose de particulièrement tangible qui est la production de pétrole. En 2030, c'est chiffré, à partir de 2030, la production de pétrole va décroître. Et qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu pour les masques. Quand tout le monde entier a eu besoin de masques, les États se sont fait une petite guerre discrète à se piquer les stocks dans les aéroports. Qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à compter les camions-citernes? On sera dans un début de monde à la Mad Max pour les cinéphiles, mais c'est une vraie question. Donc on souhaite planifier cette bifurcation écologique qui passera par de la sobriété. On a écrit le mot noir sur blanc parce qu'on l'assume, mais c'est véritablement une prise de conscience qu'on veut faire prendre et qui est aux antipodes d'un circuit automobile construit en 2021. On va laisser la parole à Gérard Filoche qui nous fait l'honneur d'être ici. Alors il se présentera, mais c'est un ancien cadre du Parti Socialiste, mais surtout qui a une carrière d'inspecteur du travail et qui n'a jamais eu la langue dans sa poche. Et il nous fait l'honneur d'être ici pour nous expliquer tout ce que ces mandats précédents de président et surtout celui de M. Macron a cassé au sein du Code du travail. Merci Gérard. Merci à toi, bonsoir. Dans 5 jours, on vote. 65 ou 60 60 ou 65? Si vous voulez la retraite à 65 ans, votez Macron. Si vous voulez la retraite à 60 ans, votez François Xavier et René Huse. Et il faut poser la question simplement en 5 jours. Vous voulez vraiment travailler plus longtemps dans votre vie? Vous voulez vraiment aller jusqu'à 66, 67 pour essayer d'avoir une retraite décente? Alors il nous dit on vit plus longtemps. Mais c'est parce qu'on a la retraite à 60 ans. Si on a la retraite plus tard, on mourra plus tôt. Les meilleures années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. La biologie du corps humain, elle n'a pas changé. Vers 55 ans, à peu près toutes les tâches. Toutes deviennent pénibles, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement.
Pensez à une infirmière de 64 ans qui met ses lunettes pour chercher votre veine. Vous êtes sûr que c'est ce qu'on veut? À l'instituteur, dans le temps, c'était l'instituteur des écoles. À 55 ans, il s'arrêtait quand même, parce que c'est dur de faire sa 40e année de rentrée avec des mômes tout petits autour de soi quand on a 63, 64 et 65 ans. Les écoutiers, leur espérance de vie est 58 ans. Il y a tellement de maladies, même en prenant toutes les précautions du monde. Dans le temps, ils avaient une retraite à 50 ans. On a dit, il ne faut pas de régimes spéciaux. Ils sont passés à 55. C'est pas suffisant, tout le monde pareil. Ils sont passés à 60. On va les passer à 65 ? Et ils sont tous morts avant. L'espérance de vie pour les égoutiers, c'est 58. Un salarié sur 4, 1 sur 4, meurt avant 62 ans. L'écart entre les cadres et puis les ouvriers, c'est 7 ans. Mais si vous prenez l'écart entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, c'est 13 ans. Donc vous introduisez une inégalité, une discrimination dans la vie de toute la société, en repoussant l'âge de la retraite et la possibilité d'en profiter. Alors, quand vous êtes à 55 ans fatigué, les patrons le savent, puisqu'ils vous mettent en général, ils vous licencient. À 55 ans, 2 salariés sur 3 sont inaptes, malades ou licenciés. Ils sont où? Aux caisses de chômage. Quel est l'intérêt de transférer les gens de la caisse de retraite à la caisse de chômage? C'est pas une économie. Autant les mettre avec une retraite durable et d'un statut dont ils peuvent profiter. Parce que les retraités font des milliers de choses, des milliards de choses du point de vue économique. Et ils sont bénévoles dans plein de choses, ils voyagent, c'est de la culture, c'est des loisirs, ça fait marcher toute une série d'industries. Et ils sont bien mieux dans leur peau que étant en attente au chômage, en attendant de savoir quel boulot éventuel ils pourront trouver, et qu'on ne leur donne pas. Parce que le chômage n'a pas baissé, contrairement à ce que dit M. Macron. C'est les chiffres qui ont baissé, c'est pas les chômeurs. Ils utilisent les statistiques du BIT, du Bureau international du travail, à la place des statistiques de la DARES et du Pôle emploi. Le Bureau international du travail dit, si vous avez travaillé 1 heure, vous n'êtes plus chômeur. Alors évidemment, ça change de ce qui se passait avant. On avait les catégories A, B, C, D, E, et il y avait toute une série de gens qui étaient donc comptabilisés comme chômeurs. 6 millions. Mais c'est toujours 6 millions aujourd'hui. Comme au début de Macron. Et ils vous mentent quand ils vous disent, bon, non, ça a descendu, miracle, etc. C'est absolument faux. Entre le chômeur à temps plein, catégorie A, et puis les catégories B, C, D, qui ont une semaine, 2 mois, 3 mois, et puis à la fin, vous avez un halo de chômeurs qui sont plus indemnisés. 1 sur 2 n'est plus indemnisé. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arranger ça en faisant travailler les gens 3 ans de plus, entre 62 et 65? Et pourquoi on ne donne pas aux jeunes? S'il y a du boulot pour ceux de 62-65, donnons-le aux jeunes. Il y a 25% de jeunes qui ne sont pas de boulot. Donc en vérité, il y a quelque chose d'absurde. Alors ils nous disent, oui, mais c'est pour une raison financière. C'est très compliqué. Parce que Macron, il avait dit en 2017, il n'y a pas de raison financière pour toucher aux retraites, ça roule. Déclaration officielle. Je n'y toucherai pas. Et après, il a dit, oui, mais il y a une inégalité, donc je vais faire une retraite par points pour que tout le monde soit égal. Ce qu'il n'a pas fait, heureusement pour nous. Parce qu'en vérité, ça consistait à supprimer les régimes dits spéciaux. Et qu'est-ce que c'est qu'un régime spécial? Je vous invite à ne pas utiliser cette expression. Les régimes en question, il y en a 45. C'est des conventions collectives. Elles ont été négociées, métier par métier, branche par branche, pour compenser les nuisances que les gens ont dans leur métier particulièrement. Ouais, écoutez, les danseurs de ballet de l'Opéra de Paris, vers 45 ans, ça devient dur de faire des pointes. Donc ils ont une retraite à 45 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un régime spécial, on va le supprimer, qu'ils fassent des pointes jusqu'à 65 ans. C'est absurde. Alors, par contre, les policiers et les gendarmes, ils ont la retraite plus tôt. D'ailleurs, ils n'y touchent pas. Mais je le comprends, parce que c'est difficile de courir après les voleurs à passer 60, 61 et 62 ans. On n'a plus la même rapidité, à moins de vouloir tirer dès qu'il y a un refus d'obtempérer. Mais en l'occurrence, la retraite à 55 ans, on la garde pour les policiers et puis pour
pour les gendarmes. Mais il y a quantité d'autres métiers où c'est la même chose du point de vue de l'espérance de vie. Il y a des difficultés très grandes, où eh bien, il y a une fatigue très grande, et donc cet épuisement nuit et raccourcit évidemment la vie et la fin de la vie. Donc, ne supprimons pas les conventions collectives qui aménagent, qui ont été négociées, qui ont été discutées et qui sont une contrepartie des nuisances. Alors ils ont dit oui, mais on va tenir en compte la pénibilité. Alors la pénibilité, c'est toute une histoire dans laquelle maintenant il y a beaucoup de gens, de journalistes parlent de ça à tort et à travers, parce qu'ils la traitent maintenant sous le point de vue individuel. Ça n'est plus une question de métier. Celui qui conduit la machine à vapeur, ou celui qui conduit maintenant le TGV, ou celui qui est infirmier. C'est plus une question de métier, c'est une question d'individu. Donc on ne mesure pas entre deux infirmières. S'il y en a une qui a un TMS, un trouble musculo-squelettique, et l'autre l'a pas, elle va bénéficier d'une pénibilité pour partir plus tôt. Mais imaginez que ça va être très discuté, cette chose-là. Moi, j'ai le coude un peu abîmé. J'ai le deuxième coude un peu abîmé. Oui, mais pas assez abîmé. Alors, tu as aussi mal au dos. Oui, mais pas beaucoup mal au dos. Donc, la pénibilité devient une affaire de critères physiques. On vous traite un peu comme un bestiau malade ou pas. Et vous aurez ou pas la possibilité de partir plus tôt si vous avez votre pénibilité. Mais les gens vont se découvrir des pénibilités. Et les gens vont se disputer. Toi, tu en as moins que moi. Et je trouve qu'il y a un système odieux à l'idée de traiter la pénibilité face au travail à titre individuel, pour des gens qui font le même métier. Moi, j'avais un beau-père, il était conducteur de machine à vapeur, comme dans Zola, La Bête humaine. Et d'ailleurs, il faisait la ligne Paris-Rouen-Le Havre, donc exactement comme dans La Bête humaine. Il a pris sa retraite à 50 ans. Ça se faisait comme ça à l'époque. Il est décédé à 97 ans. Il disait toujours 40 ans de retraite, j'en ai plus de retraite que d'active. Il était très content, d'ailleurs, il vivait bien. Mais il était un des rares survivants de sa catégorie. Parce que tout le monde n'est pas totalement égal devant les aléas de la vie et de la santé, et par conséquent, il faut traiter ça comme un corps de métier, comme une branche, et non pas comme individu. C'est presque odieux de le faire. Et en plus, après, ils avaient 10 critères de pénibilité. Alors, je ne vous les énumère pas tous. Ils ont réduit à 4. Et maintenant, dans 4, il y a le travail hyperbare. C'est les scaphandres. Mais il y a moins d'un millier de scaphandriers dans le pays pour le travail hyperbare. Et donc le choix même des régimes dits spéciaux, mais en fait convention collective, a quelque chose d'absurde. Et après, Macron a dit « Ah, je n'aime pas, son expression exacte c'était « Je n'adore pas le mot pénibilité associé au travail parce que ça donne l'idée que le travail est difficile. » Il n'a jamais travaillé cet homme quelque part. Parce que ça ne lui viendrait pas à l'esprit quand même de dire des choses de ce type. Même quand il reconnaît les métiers de première ligne qui souffrent, et d'ailleurs il ne les honore pas, il les reconnaît à la parole, à la télévision, mais il ne les honore pas. Donc toute cette histoire est une histoire à dormir debout du point de vue des justifications qui sont des masques de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'en fait, c'est donc financier. Et ces jours derniers, j'adore son nom, Roux de Bézieux. C'est pas donné à tout le monde. Roux de Bézieux. Geoffroy en plus. Hein. Oui. Il a expliqué, il a dit, mais c'est pas tellement une question financière parce que les retraites sont équilibrées, mais ça va nous donner un excédent de 20 milliards. Ah ben ça c'est autre chose alors. C'est plus parce qu'il y a nécessité, c'est pas parce qu'il y a un problème financier, on ne parle plus de la pénibilité. C'est un excédent de 20 milliards. Et Roux de Bézieux ajoute, et donc on va pouvoir faire quelque chose d'autre avec. Mais alors c'est plus la cotisation sociale. Et la porte-parole de Madame Borne s'appelle, comment c'est, Grégoire, je crois que c'est Grégoire, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Olivia Grégoire, elle a dit la même chose. C'est pour un excédent et on en fera autre chose parce qu'on a des besoins de transformation, en général, des besoins de transformation. Bon, et Macron, lui, à son tour, a abondé. Oui, c'est pour avoir de l'argent en plus. Alors, ces gens-là vous disent, on ne fait pas d'impôt. Ils transforment là une cotisation en impôt. Sur la tranche de 62-65 ans, ils vont leur prendre 20 milliards pour faire autre chose. Et Roux de Bézieux dit, l'école ou la défense. Je vois déjà le porte-avions nucléaire de plus payé avec l'argent des 62-65 ans. Hein. Ou alors, vous aurez,
je ne sais quoi, des troupes supplémentaires, des chars supplémentaires, puisqu'on va à ce moment-là prendre l'argent de la cotisation retraite pour faire des armes. C'est pas moi qui l'invente, hein, il l'explique comme tel. Et en même temps, c'est anticonstitutionnel. Parce que qu'est-ce que c'est les cotisations? Ça a été abordé par toi tout à l'heure. Ce sont des cotisations préaffectées. Alors, le mot paraît, dans un premier temps, ils sont cotisés pour servir à ce pourquoi elles sont cotisées. Alors ça, c'est le haut de la feuille de paye, c'est le salaire brut. Alors les gens parfois ne regardent pas, mais c'est notre rôle de leur faire regarder leur bulletin de paye et leur dire, regardez, là il y a le brut, là il y a le net. Ce que vous avez tout de suite, c'est pour vivre ce mois, mais le brut, regardez bien, c'est le vrai salaire qui compte, parce que c'est pour vivre toute votre vie. Il y a une part du salaire qui est mutualisée, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins, selon qu'il est en retraite, au chômage, en maladie, en charge de famille nombreuse, en recherche de logement ou accidenté du travail. C'est cette partie avec toutes les petites cases qu'il y a sur la feuille de paye. Or, Macron a un plan qui n'est pas secret. Il s'est fait élire la première fois avec un livre qui s'appelait Révolution. Faut oser. Faut oser. Et dans le livre qui s'appelle Révolution, il disait « Je vais supprimer les cotisations sociales. » Maladie inclus, hein. Sécu inclus. Tout. Je vais supprimer les cotisations sociales. D'ailleurs, il disait « Je suis pour une société sans statut. » Alors, pour ceux qui étudient, c'est non seulement le statut de la fonction publique, non seulement les services publics qui sautent, mais vous êtes ubérisé quelque part. C'est-à-dire que vous n'avez plus de cotisation, donc vous n'avez plus de congés payés, vous n'avez plus de retraite, vous n'avez plus de maladie. Je veux une société sans statut. Il a même été encore plus précis. Il a dit une société post-salariale. Soit plus salariale. Donc, en vérité, on voit arriver... Alors, il a déjà supprimé la cotisation chômage, en fait. Ah, c'est fiscalisé, c'est l'État qui a pris ça en main. Donc, dans le temps, ils ont supprimé, ça c'était déjà sous Hollande, le quinquennat maudit précédent. Ils ont supprimé les allocations, la part qu'elle a aux allocations familiales. Et donc, en vérité, petit à petit, ils diminuent le salaire brut. Il y en a des redoutables, ils disent comme ça se voit pas. Les gens ne regardent pas le feuille de paye, ils ne le voient pas. Ils voient que le net, mais ils ne voient pas le brut. Alors, ce brut-là est le plus gros budget du pays. La sécurité sociale maladie, c'est 500 milliards. La retraite, c'est 350, actuellement 332. Vous additionnez les deux, 850 milliards. Que les patrons sont obligés de nous payer sur notre feuille de paye, et ils en rajoutent de leur part. Ils ont une obligation d'avoir aussi des cotisations patronales pour abonder ces 850 milliards. Supprimer les cotisations sociales, c'est-à-dire 850 milliards, excusez-moi de dire qu'en matière de révolution, c'est une contre-révolution. Hein, c'est la chose la plus brutale qu'on peut essayer de faire à un pays. Il n'y arrive pas bien, et je crois qu'il n'y arrivera jamais. Mais il essaie toujours de grignoter sur ce chapitre-là pour faire passer ce budget préaffecté, séparé, dans le budget de l'État, où on pourra ne plus utiliser les cotisations sociales, les ex-cotisations sociales, pour forcément les besoins des gens. On pourra faire un porte-avions nucléaire, on pourra faire 2 sous-marins nucléaires, plutôt que 10 hôpitaux. Comprenez le tour de passe-passe. Parce que les 2 autres budgets, celui de la protection sociale, je viens d'en parler, c'est celui des collectivités territoriales. Il fait 250 milliards. Le 3e budget, ou le 1er, c'est comme vous voudrez, c'est le budget de l'État. Il fait 500 milliards. 500 milliards, 250 milliards, 850 milliards. D'accord? Alors, ils disent qu'il y a une dette. Et ceux qui travaillent, tout le monde, et tu as défendu tout à l'heure, et comment on peut augmenter le SMIC, ça va coûter cher, comment on peut faire ceci, c'est ce qu'on entend partout, quoi. Hein. Et Hollande y est allé de son couplet. Je vais faire meeting à Tulle la semaine prochaine, alors je me prépare. Et Hollande y est allé de son couplet en disant, ce programme de Mélenchon, le programme de la NUPES, moi je dis NUPES, parce que le S, je l'aime bien entendre, c'est social, donc il me titille dans l'oreille. Bon, mais le programme de la NUPES est inapplicable. On ne peut pas l'appliquer. Ah bon? Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il y a la dette. Mais la dette, quand on la décompose, leur dette, 120% du produit intérieur brut. Sur les 850 milliards, elle est de 10%. C'est pas la protection sociale qui génère le plus de dettes, contrairement à ce que
Tout le monde a quelque part entendu dans sa tête. Moi, c'est Dominique Seux sur France Inter le matin, devant mon bol de café au lait, je suis déjà en rage en l'écoutant, mais il n'y a pas de témoins, mais je cherche des témoins. Bon, bref. Bon. Et lui vous explique pourquoi la protection sociale coûte si cher, alors que non, c'est du salaire brut, c'est à nous, c'est 850 milliards. C'est préaffecté pour nos besoins sociaux, c'est pas une charge, comme ils disent, c'est un bonheur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et elle ne génère que 10% de la dette présumée du pays. C'est pas là qu'il y a un problème. Alors, où est le problème? Dans les autres budgets. Alors, les 250 milliards des collectivités territoriales, elles n'ont pas le droit de s'endetter formellement. Elles peuvent arriver à le faire avec certains montages financiers, mais le calcul, c'est à peu près 11, c'est pas à peu près, c'est à coup sûr, 11,5% de la dette présumée. 10%, 11,5%. Donc, 78,5% de la dette présumé, provient du budget de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, c'est pas un problème de dette, c'est un problème de recettes. Ils ont tellement baissé les impôts sur les grandes sociétés qu'il n'y a plus ce qu'il faut pour que ça tourne. Et donc l'État, c'est l'État, pas la protection sociale, pas les collectivités territoriales. C'est l'État qui provoque la dette. Alors là, moi, j'ai toujours un exemple que je conseille dans l'argumentation, hein. Pour ceux qui se souviennent de la fin du gouvernement Jospin, bon, ça, c'était il y a 20 ans, d'accord. Mais à l'époque, la droite se battait contre le fait qu'il y avait une cagnotte publique. Si vous vous en souvenez, le Figaro, tous les jours, faisait campagne, il y a trop d'argent dans les caisses publiques sous Jospin, qu'est-ce qu'il en fait? Baisser les impôts, il y a trop d'argent. Ben, c'est vrai, parce que les multinationales, qui étaient sous Mitterrand en 81, taxées à 50%. Sous Jospin, l'était à 37%. Elles le sont aujourd'hui à 8%. Les petites sociétés sont beaucoup plus taxées qu'elles. Donc vous avez la source de l'explication de l'effondrement du budget de l'État, je parle bien du budget de l'État, en ne prélevant plus les impôts sur les multinationales. Là, vous avez un truc fondamental, quoi, du point de vue de l'explication. Si on avait gardé le taux d'imposition de Lionel Jospin, il y a eu des gens pour faire le calcul, on n'aurait pas de dette aujourd'hui. Donc, c'est très clair pour les gens. Le problème de la dette est une décision politique de ne plus taxer les entreprises d'en haut. Les entreprises d'en haut, il y en a 1000. Parce que les gens, après, ils ont toujours un peu des problèmes sur les entreprises. Comment l'entreprise va-t-elle payer la hausse du SMIC? Bon. D'abord, il y a 1000 entreprises qui font travailler près de 4 millions de personnes. Et ils ont plus de 1000 salariés chacune, et elles ont la moitié du produit intérieur brut du pays. Le mot entreprise n'existe pas, en fait. C'est comme les poissons. Vous avez des requins, vous avez des sardines. Ils sont tous sous l'étiquette poisson, mais on comprend bien que le requin n'est pas la même chose que le sardine. Eh bien là, les 1000 entreprises, c'est vraiment les requins. Et tout ce qui se passe dans le pays dépend d'elles, en cascade. Ça ruisselle pas, ils pompent. Comme les Shadocks. Ils pompent. En dessous des 1000 entreprises, on a 200 000 PME, PMI, ETI, dont la moitié sont sous-traitantes de celles du dessus. Et en bas, vous avez ceux dont on nous parle toujours, avec des larmes dans la voix. Il y en a 1 million, ils sont moins de 10. Et ils rament, de votre boulanger au petit artisan, à l'entreprise générale d'électricité, où il y a trois compagnons, etc., etc. Eux, ils rament. Mais ils rament à cause de quoi? À cause du coût que les grandes entreprises leur imposent pour leurs propres matières premières. C'est ce qui se passe avec l'inflation. L'inflation n'est suscitée par aucune loi économique. Elle est suscitée par la décision de ces 1000 entreprises de dire, moi, je profite de la situation, j'augmente le prix du blé, j'augmente le prix du métal, j'augmente le prix du pétrole, j'augmente le prix... Et donc, après, ça se répercute jusqu'à la petite entreprise. Et le gars qui est boulanger, il n'est pas étranglé par le prix de son apprenti, hein.
il est toujours aussi bas, il gagne toujours aussi peu, parce que l'apprenti, la première année, c'est 25% du SMIC, la deuxième année, c'est 55% du SMIC, la troisième année, c'est 85% du SMIC, ce qui fait que 2 apprentis sur 3 ne terminent jamais leur apprentissage, parce que qu'est-ce que vous voulez faire au bout de 3 ans, vous êtes encore là à bosser, et vous n'avez même pas de quoi vivre. Ils commencent bien, la première fois, c'est une petite pécule, mais la troisième année, c'est insupportable. Bon, et c'est un apprenti qu'on voit, c'est le boulanger, donc c'est pas le prix de l'apprenti, on reçoit même des subventions pour le prendre. Mais par contre, c'est le prix de son pétrin, parce que là, ça vient de la métallurgie, ou c'est le prix de sa farine, parce que là, ça vient de l'agroalimentaire. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tourner les petites entreprises contre les grosses, et leur faire voir que le malheur n'est pas le SMIC. Le malheur est la façon dont ils sont pompés par leurs donneurs d'ordre. Il faut réglementer le rapport entre les donneurs d'ordre, la moyenne et la petite entreprise. Si on le fait, ça met les petites entreprises de notre côté. Je suggère 3 choses. La première, c'est que le donneur d'ordre soit responsable de tout ce qui se passe pénalement, juridiquement, économiquement sous ses ordres. C'est trop facile, quand vous êtes donneur d'ordre, dans un chantier, de vous défausser avec une délégation de sécurité, et ce qui fait que c'est l'entreprise en dessous, s'il y a un accident, qui trinque. Moi, j'ai fait des années, 30 ans d'inspection du travail. Je rentrais dans un chantier, j'étais toujours effrayé. 250 personnes. Il y avait Bouygues en haut, Vinci, Eiffage ou tout ce que vous voulez. Il y avait 20 entreprises de sous-traitance de premier rang, 20 entreprises de sous-traitance de deuxième rang, et ensuite il y avait encore tout ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les intérimaires et les clandestins qui étaient masqués dans le chantier. Avant de contrôler le chantier, il fallait que je commence par 1h30 à 2h pour recenser la paperasse de chaque boîte qui était là, parce que sinon je ne pouvais à rien sanctionner des infractions que je voyais. Donc il faut réguler. En Allemagne, le savez-vous, ils nous prennent toujours l'exemple de l'Allemagne à tort et à travers, mais il n'y a qu'un niveau de sous-traitance autorisé, un seul. Et vous faites ça en France, vous avez déjà changé considérablement le rapport entre les entreprises, entre les petites et les grosses. C'est trop facile de déléguer en cascade par une sous-traitance de ce type. Parce que la sous-traitance ne devient plus un objet technologique. L'entreprise du haut a besoin de ceci, elle ne peut pas le faire, elle fait appel à un sous-traitant, ça ne devient pas ça. Ça devient, je prends un sous-traitant par principe, parce que je vais payer moins cher les salariés qu'ils payent, et c'est le petit patron qui va se démerder avec eux pour les faire travailler 12 heures par jour, en disant, mais moi j'en travaille 14. Et quand vous avez ça qui s'installe dans les esprits, les gens ne savent pas bien lutter contre le système. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est que l'entreprise sous-traitante soit alignée par la loi sur la convention collective du donneur d'ordre, le temps de la mission. Ça existe déjà pour les CDD à titre individuel ou les intérimaires, mais il faut que ça existe pour les entreprises. Trop facile de spéculer sur le taux de la main-d'œuvre. Et ensuite, après, vous facilitez, parce que vous avez un éclatement des entreprises, vous facilitez la reconnaissance des unités économiques et sociales. Je prends toujours le coiffeur. Vous avez Begin, je ne sais pas si vous en avez là, mais il vous coupe les cheveux, mais il a à peu près 1500 salons de coiffure, avec moins de 10 salariés dans chacun. En fait, au total, il doit avoir 3 ou 4 000 salariés, mais il n'a jamais de comité d'entreprise, il n'a jamais de délégué du personnel, etc. Tandis que si vous dites au siège social, c'est vous qui avez assumé, et vous allez avoir tous vos salariés, ils vont être comptabilisés dans le même groupe, vos franchises, c'est de la tromperie, je ne me laisserai pas faire, et donc à ce moment-là, vous élevez la protection des salariés par rapport à ces entreprises-là, et la responsabilité de ces entreprises par rapport à leur donneur d'ordre dessus. En quelques mots, je viens de vous dire qu'on n'a pas de problème de dette. On n'a pas de problème de recettes. Ça ne mettra pas à mal les entreprises. On peut réguler le rapport entre les entreprises. Et d'ailleurs, dans le programme de la NUPES, il y a écrit qu'il n'y aura pas plus de 5% de précaires, de non-CDI, par entreprise. Et c'est très important, cette histoire-là. À Renaud-Douai, il y a 4500 salariés, il y en a 2500 qui sont intérimaires. C'est inacceptable. Par conséquent, il n'y en aura qu'une partie. Laissons une partie parce qu'il faut une petite souplesse pour remplacer les salariés absents ou pour les surcroîts exceptionnels de travail. Mais ceci dit, vous pouvez mettre tout le monde en CDI. Vous n'êtes pas obligé d'inventer des associations d'insertion bidons pour vous faire traîner à la porte de l'entrée d'eux avec des sous-salaires pendant des durées limitées de 4 mois, alors qu'il faut 6 mois déjà pour accéder au chômage. On n'est pas obligé de vous manipuler avec un code de la flexibilité. Tout ça, c'est pas obligé. Et quand on va abroger les lois El Khomri, quand on va abroger la loi Pénicaud, quand on va revenir à un code du travail où c'est la loi qui l'emporte sur le contrat, quand on va revenir au principe de faveur, et quand on va revenir à ça, on aura à la fois une dignité retrouvée, une capacité des salariés de se défendre. Savez-vous qu'il n'y a plus que 200 000 salariés protégés, c'est-à-dire des délégués du personnel, alors qu'il y en avait 425 000 avant la loi El Khomri. Ils ont été diminués de moitié dans l'ensemble du pays. On va reconstruire ça. Et quand on va reconstruire ça, en fait, est-ce qu'on va coûter de l'argent ?
Non, on va répartir autrement l'argent fruit du travail. Ce sont les salariés qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Quand on me dit Bernard Arnault fait vivre 100 000 personnes, je dis toujours non, c'est 100 000 personnes qui font vivre Bernard Arnault. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et dès qu'on peut redonner cette idée, alors ça sera au-delà des 5 jours qui nous séparent du vote. Parce que dans les 5 jours qui séparent du vote, je conseille de dire on n'a pas de problème de dette, on a un problème de recettes. Et je conseille de dire 60 et pas 65. Et je conseille de concentrer sur 1 500 € net. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de le dire en brut, c'est-à-dire 1 900 € brut. Parce que comme ça, on fait toucher aux gens la totalité du problème que j'ai essayé de décrire. Et on leur fait comprendre, parce que c'est la peur, on ne va pas y arriver, votre programme est impossible, etc. Alors qu'il est très possible. Que la France n'a jamais été aussi riche de son histoire et les richesses aussi mal partagées. Et que toutes nos mal-être à l'école, pour l'environnement, pour les transports, toutes nos difficultés pour le travail viennent de là. Le travail, ça se partage, bon sang. Ça fait quand même un siècle et demi que cette question-là est en jeu. Il y a des gens qui disent non, parce que moi je suis cadre et je suis remplaçable dans mon entreprise. On ne peut pas partager, ils ont tous besoin de moi. Enfin, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables dans leur entreprise. C'est pas un argument. Et on peut parfaitement former des jeunes qui n'ont pas encore la formation pour qu'ils partagent ces boulots. Et quand on réduit la durée du travail, c'est la même chose que de la réduire sur la semaine et sur la vie. Sur la semaine et sur la vie. 32 heures et 60 ans. Et quand on arrive à une solution de ce type, on peut dire aux gens que de façon crédible, on va changer les choses. Ça sera les premiers jours, ça sera l'ordonnance sociale. Parce que moi, là, je suis pour une ordonnance, jusqu'à ce qu'on change la 6ème République. Au début, ça doit être une ordonnance qui aille vite, fort, et qui mette toutes les questions sociales pour regagner ce que nous avons perdu, regagner ce qu'ils nous ont pris, reprendre les 10 points que les salaires ont perdus par rapport au profit. C'est ce qu'il nous faut faire en 3 semaines. Parce qu'au bout, les gens, ils doutent maintenant. Ils vont-ils le faire? Avant, on nous a menti. Dois-je le croire? Il n'y a jamais de vaccin contre la trahison. Faut mieux compter sur soi-même, la mobilisation. Il y a un Parlement populaire national qui a été mis en place. Faut, à mon avis, qu'il soit décliné dans toutes les villes, dans toutes les régions. Le contrôle par la base, croyez-moi, il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas de sauveur suprême. Et donc, il vaut mieux des collectifs. Et il vaut mieux des parlements démocratiques qui contrôlent quand ça sera mis en place. C'est-à-dire quand nous aurons gagné dès le 19 juin. C'est bien le 19 juin qu'on commence à parler de notre gouvernement. C'est bien là qu'on vire Borne. C'est bien là qu'on nomme Mélenchon Premier ministre. C'est bien là qu'on va avoir un gouvernement rouge, rose, vert, violet. C'est bien là qu'on va commencer à changer ce dont je parle. C'est bien là qu'on va augmenter les salaires tout de suite et qu'on va bloquer les prix. Donc à partir de ce moment-là, il faut que tout le monde se mette en mouvement. Ça ne viendra pas seulement d'en haut. Il y aura des résistances à tous les niveaux. Ils nous cracheront dessus par la presse. Avant qu'on change les lois sur la presse, on en prendra déjà plein la tête. Ils nous diront des choses abominables sur le fait que ce qu'on fait est en train de nous couler, que l'Europe ne va pas nous suivre. Moi, je vous parie quelque chose. Les salariés allemands, les salariés italiens, les salariés espagnols, portugais, belges, ils n'auront qu'une envie, c'est de nous imiter. On ne sera pas isolés en Europe. On n'aura pas dans une position de désobéissance. J'aime pas ce mot-là, désobéissance, parce que pour raison simple, c'est que la France n'est pas une élève. On n'est pas à l'école. Si on a le pouvoir, simplement le fait que la gauche, une gauche qui veut vraiment changer les choses et le pouvoir, vous verrez la contamination en Europe. Ils viendront tous rediscuter. Il n'y a rien aujourd'hui, aucun des aspects des traités européens qui n'est respecté. Il n'y a pas les 3% d'inflation, de déficit, il n'y a pas les 1,5% d'inflation et les 60% de dette. Ça fait longtemps que les critères de Maastricht sont envolés. Et quand ils disent « oui, mais on a trouvé de l'argent », mais c'est un miracle ce qu'ils ont trouvé, coûte que coûte, sur la pandémie. En fait, il y en avait de l'argent magique. En fait, il existait. En fait, la BCE peut en donner. En fait, on peut investir, on n'est pas obligé de torturer les pauvres gens qui habitent en Europe. On peut effectivement répartir les richesses. Ça, c'est le 19 juin, si on vote bien le 12. Et c'est le 19. Et je termine sur l'unité. Moi, je suis un partisan de l'unité de toujours. 60 ans de militantisme, je pense que la gauche, c'est l'expression du salariat. Le salariat, c'est 88% des actifs. On est 30 millions. On ne sait pas toujours, mais on est très fort. Très fort. Et dans le salariat, il est pluraliste. Il y a toutes les nuances.
On a des droitiers, on a des très gauchistes, et on a des... C'est normal, faut pas s'affoler. Mais on a tous un intérêt commun, c'est de plus être exploité. On a tous un intérêt commun, c'est que notre force de travail, on la vende plus cher. On a tous un intérêt commun, c'est d'arrêter de nous laisser avoir comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça, c'est ça l'unité. C'est d'abord ça. C'est l'unité d'une force sociale, et donc cette force sociale se traduit par l'unité du Parti socialiste, de EELV, du Parti communiste et de LFI, et d'autres. Hein, parce qu'il y a d'autres sensibilités encore. Et donc cette unité-là, elle est vitale. Elle a tardé, mais maintenant qu'elle est là, il faut la préserver comme la prunelle de nos yeux. Unité, 60 ans, 1500 €, on vote le 12. Et on vote François Xavier et René Lise. Excusez-moi, l'intérêt c'est qu'on fasse des interventions plus brèves et puis des réponses plus brèves. Parce que sinon on fait le réveillon. Ça va être vrai, j'ai travaillé 35 ans à l'hôpital. Alors c'est pour vous répondre, monsieur, là vous posez une question, ça s'appelle l'Agence régionale de santé, l'ARS. C'est elle qui est le mot de tous les mots. Vous parlez fort, donc vous pouvez l'écarter, voilà. C'est le mot de tous les mots, comme ça. Mettez-le, Et donc, à partir de là, les réformes hospitalières commençant en 90, l'ARH étant créée, l'ARS étant créée, l'ARS distribue les budgets à chaque hôpital. Alors ici, François-Xavier, René, Élise, vous êtes bien, vous avez des hôpitaux, hein. Vous avez quand même le CHOV, vous avez quand même le seul hôpital psychiatrique du département. Il faudra en parler, hein, quand même, parce que il y a des populations, et la population vosgienne est quand même mal lotie. La file active est importante dans les Vosges. Les gens sont bien désinsérés au niveau mental. Donc c'est hyper important. Et quand on dit il faut défendre le service public, ça commence là. Hein. Ça commence là. Hein. Une ville comme Mirco, vous sautez des gens qui travaillent sur ces morts. Hein. Et dans tout le département, puisqu'il y a à peu près 1000 employés, un peu plus, 1000 fiches de paye à Ravenel, sur tout le département. Et Vittel, qui avait la dialyse, elle a été privatisée. Est-ce que tu avais le micro, Colette? Oui, mais j'ai vu, mais il y avait une intervention là, et j'ai vu Alain. Franchement, appelez la police. Hein. Je n'ai pas d'arme. Hein. L'arme, c'est le micro. Alors, je vais être très court. Alors, oui, et une question. Hein. Ah, oui, ça. Donc, vous voyez très bien qui sont les donneurs droits. Voilà, tout simplement. Il y a bien des noms. Donc, on veut des noms. Voilà. Alors, par contre, précise, pour la santé, pour les hôpitaux? Globalement, sur tous les sujets, en fait. C'est facile, ça. C'est Macron, mais ça crie. Oui. C'est McKinsey. C'est facile, tu réponds à celle-là. C'est facile. Ils s'appellent les capitalistes. C'est ceux qui possèdent les richesses et qui ne les rendent pas. Ils les prennent sur notre travail et ils ne le paient pas au tarif et au prix avec les besoins dont nous avons besoin. Et ils tirent des surprofits. Quand j'étais jeune, j'ai mis du temps à comprendre que le capitalisme, c'était pas seulement la recherche du profit,
Parce que le profit, finalement, tout le monde en a besoin, c'est gratifiant. Vous travaillez, vous faites une œuvre d'art, il y a quelque chose de gratification. Le capitalisme, c'est la recherche du profit maximum. J'ai mis du temps parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se contenter d'un petit profit. S'il y en a un patron qui se contente d'un petit profit, l'autre lui prend le marché. Et donc, en vérité, c'est la course au profit. Et c'est ça dont nous sommes victimes toutes ces dernières décennies, où des milliards s'accumulent, on n'en a même pas idée, alors que nous, nos salaires sont bloqués, nos besoins sociaux sont bloqués. Capitalisme. Et la différence entre le capitalisme et le socialisme, c'est que le capitalisme, ils nous le disent tous les matins, c'est la compétitivité. Il faut être compétitif. Quand vous êtes compétitif, ça finit toujours par la guerre. Il faut prendre à l'autre. C'est ça. Et le socialisme, c'est le partage. C'est la redistribution. C'est une autre société basée sur un autre concept. On veut passer de l'un à l'autre. Alors, une question beaucoup plus pacifiste. Simplement sur la question de la règle verte, moi il y a un sujet qui m'intéresse, c'est qu'on dit on ne va pas prendre plus à la planète en général, à la Terre, à la nature, que ce qu'elle peut reproduire ou produire chaque année. Mais si on s'en occupe bien, elle produit mieux, non? Et en fait, je voulais juste savoir si cette notion, parce que je contrôle un peu dans la notion de permaculture, etc. C'est-à-dire que si on s'occupe bien d'un milieu, il va mieux produire, il va produire de manière plus élégante, c'est pareil, exactement. Donc, est-ce que cette notion, elle est formulée, voilà, dans le programme? C'est juste ça, voilà. Oui, c'est la notion que François-Xavier a développée tout à l'heure de sobriété et d'efficacité. Vous êtes d'accord avec cette sobriété et d'efficacité? Vas-y, tiens, allez. Hop. Puis c'est le candidat qui va conclure, non? Il y a encore une petite question, je crois, Jean-Pierre. Oui, c'est dans cette logique-là. Hein, quand on s'occupe mieux d'un environnement, il produit plus, bien évidemment. Mais c'est ce cercle vertueux qu'on veut initier. Avec ces notions de règles vertes, de sobriété, d'efficacité, on ne verra que des aspects bénéfiques de cercle vertueux. Je crois qu'il y a une main un peu plus au fond aussi. Mais je gère. Je gère, je suis là. Par contre, moi j'aurais une question. Alors, j'ai le micro, éventuellement, je ferai à mon monsieur. Est-ce que je peux utiliser d'un privilège? Oh, je suis bon. Non, quand vous pourrez, un petit couplet sur la culture serait intéressant. Oui. Alors, moi ma question, ça va à monsieur Filoche. Pour rebondir justement sur le capitalisme, je suis entrepreneur, et alors j'ai une toute petite entreprise, on travaille pour le moment, on n'est que deux avec ma femme, et je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur le capitalisme. Pour moi, le capital, en fait, il faudrait le définir exactement ce que c'est, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter, et justement, nous on a apporté un certain capital pour lancer cette entreprise, d'une part financier, mais aussi humain. Et notre but, derrière, on a effectivement une vision, quelque chose pour développer, et je me considère plutôt comme un capitaliste socialiste, c'est-à-dire que je veux développer une entreprise où justement vous parlez des 32 heures, une semaine de 4 jours, où effectivement si je peux embaucher directement, les personnes seraient effectivement en semaine de 4 jours, parce que pour moi, il est important effectivement que les personnes à côté puissent s'épanouir et être heureux, et effectivement, une personne qui est heureuse dans une société, de toute façon s'y retrouve, elle sera beaucoup plus productive. Et pour moi, la productivité n'est pas un gros mot, puisque effectivement on peut aimer ce que l'on fait, même si on n'aime pas ce que l'on fait dans une entreprise, on peut avoir un cadre qui était agréable. Et donc effectivement, moi j'amène avec ma femme un certain capital, comme je l'ai dit, financier et humain, et pour moi le capital, en tout cas le capitalisme, est un outil, c'est comme un marteau, c'est-à-dire qu'un marteau on peut planter des clous, ou effectivement on peut tuer quelqu'un. Donc le capitalisme, pour moi, à bien définir et à apporter des nuances, parce qu'effectivement quand je vous entends parler, pour moi, il y a une différence à faire effectivement avec toutes les grosses entreprises et comme les petites, comme vous avez commencé à le faire. Mais par contre, à chaque fois, on revient sur ce clivage où effectivement, on se retrouve à mettre tous les entrepreneurs dans le même panier. Donc, à redéfinir le capitalisme et à apporter des nuances pour moi, en tout cas. Je prends encore une autre question.
Alors, c'était pas une question, c'était juste pour ajouter quelques petites choses par rapport à la règle verte. En fait, dans le programme, c'est effectivement développé sous la forme du respect de la vie sous toutes ses formes, animale, végétale et humaine, et sur l'harmonie entre ces différentes vies, en fait, qui passent par une biodiversité tant au niveau humain que végétal et animal. Voilà. Merci. Donc, je vous propose de réagir au capitalisme, socialisme et puis à la culture. Voilà. Monsieur, des gens peuvent chercher à échapper aux règles du capitalisme, mais ils ne peuvent pas le faire sans renverser le système dans son ensemble. Vous avez des petits îlots de bonheur qu'on peut arriver à créer à 2, à 3, à 4, à 5. Ça ne change pas que c'est l'exploitation qui est le propre de la société. C'est l'exploitation des humains par les humains, et les grands groupes qui nous dirigent nous exploitent tous les jours. Alors, on peut se protéger, j'ai fait la distinction entre les requins et les sardines. On peut se serrer les coudes entre les sardines, je ne sais pas si on a des coudes dans ce cas-là. Dans une boîte. Dans une boîte, ça s'appelle une boîte à sardines. Mais on ne peut pas échapper au fait que Total nous pique 9 milliards le dernier mois et que le prix de l'essence monte à 2,20 €. On ne peut pas échapper au fait qu'il n'y ait pas assez d'argent pour le transport public, que pour les hôpitaux publics. On ne peut pas échapper au fait qu'il faut des hôpitaux privés et que Macron, par exemple, n'a pas réquisitionné les hôpitaux privés pendant la pandémie. Alors ils sont restés la plupart du temps inactifs, ce qui est invraisemblable d'avoir eu des hôpitaux qui étaient inoccupés à côté d'endroits où on envoyait les malades d'une région à l'autre. Le capitalisme est inhumain. Le capitalisme est l'exploitation. Le capitalisme, c'est des humains contre d'autres humains. Il ne peut pas vivre sans exploiter. Et après, nous autres qui luttons contre, dans ce cadre-là, on peut avoir des sociétés autogérées, on peut avoir des coopératives, sachant qu'en France, sur 1 200 000 entreprises, il y a 5 000 coopératives. Parce que quand une coopérative se présente devant une banque, la banque a un préjugé capitaliste et ne donne pas l'argent à la coopérative et va le donner à la boîte d'à côté qui, elle, est dans les règles de concurrence que la banque excelle. Et tous les banquiers sont capitalistes. Ils ne donnent pas l'argent à la petite entreprise fraternelle, généreuse que nous voudrions avoir. Et non, ou alors c'est exceptionnel, ça ne dure pas. Quand la loi est affaiblie dans le contrat de travail, par exemple, ils ont supprimé les heures supplémentaires fixées à 25%. Ils ont dit vous pouvez la négocier dans l'entreprise à 10%. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le petit patron qui veut rester à 25%, le banquier vient le voir et dit mais vous êtes à découvert à la fin du trimestre. Et je veux bien vous aider, mais aidez-vous vous-même. Le petit patron, il dit, mais moi j'ai 35 salariés, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va passer les heures supplémentaires à 10%. Quand les 25% étaient dans la loi, le patron pouvait répondre au banquier, je ne peux pas, la loi c'est 25%. Mais quand c'est plus dans la loi que c'est négociable, le banquier dit, passez donc à 10%, sinon je ne vous aide plus. Et donc le petit patron sympathique, qui aime bien ses salariés, qui ne voulait pas passer à 10%, il est obligé de passer. D'autant plus que le gars qui lui achète, je pense à une boîte d'habillement, qui lui achète les blousons, le donneur d'ordre en l'occurrence, il ne veut plus acheter les blousons, parce que le gars d'à côté, il est passé à 10% pour les heures sup, dont ses blousons sont moins chers. Et donc, il va acheter chez le gars d'à côté. Donc, et le donneur d'ordre et le banquier poussent le patron à faire le plus possible pour tirer une marge. Et la recherche de marge ample est la caractéristique du système. Parfois c'est difficile à comprendre. Et évidemment, quand on est une entreprise de 2 personnes, on peut échapper à ça. On se traite correctement. Et même dans une entreprise de 5, il y a des gens qui travaillent. Mais à la fin, il faut qu'il fasse face au banquier, il faut qu'il fasse face à l'acheteur, il faut qu'il fasse face au donneur d'ordre. Et à la fin, le système est un système d'exploitation. Et il faut remplacer, on n'en reviendra pas ce soir, mais le système d'exploitation par un système de solidarité et de partage. C'est une autre société que celle que nous avons. Dans ce cas-là, il faut mettre en place le revenu universel. Dans ce cas-là, il faut mettre en place le revenu universel. C'est un autre sujet, je ne me permets pas de l'aborder à ce heure-là. Chacun a un revenu universel et à un moment donné, effectivement, on fait le choix.
choix de travailler ou pas. C'est pourquoi on commence pas par augmenter le salaire. Le salaire net et brut. Le salaire. On a un salaire. Il est trop bas. Mais pour faire quoi après? Effectivement, pour vivre quand même. Bah oui, mais dans ce cas-là, comme je vous ai dit, effectivement, si vous voyez la société comme quelque chose qui exploite, moi je suis désolé, j'emploie quelqu'un, c'est pas pour l'exploiter. Si du entrepreneur, notamment, c'est là où il faut apporter des nuances, c'est-à-dire que je vous propose d'en discuter après, parce que là on est sur de la philosophie, et bien au-delà, on a un programme qui est bien établi, et 60, 65. 60 ou 65, ce sera la question. Je vais juste quand même terminer avec, si y a encore des questions, on y répondra, mais Jean-Pierre, tu as raison, parce que on dit souvent que le débat écologique, et je l'ai dit, n'est pas au sujet des présidentielles, mais alors la culture, l'art, le sport, la jeunesse, ça c'est les grands oubliés, parce qu'on pourrait vivre sans culture, après tout, à quoi ça sert de musée, les tableaux, on peut regarder sur internet. Non, on veut remettre la culture et le sport au centre du débat par deux mesures phares, et quand je dis ça, déjà je ne comprends pas pourquoi tu te plains de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Elle a été particulièrement active ces derniers temps, hein, ne l'oublions pas, félicitons-la. Mais je sais que c'est ta préférée, mais parce qu'elle a acheté 1 milliard de masques à une époque où il n'y en avait pas besoin, on s'est dit tiens, c'était une bonne ministre de la Santé, on va la mettre ministre de la Culture. Stratégie gagnante. Plus sérieusement, cette remarque-là me fait penser à l'intervention de François Ruffin à l'Assemblée nationale, et il a fait un petit buzz grâce à ça, lorsqu'il y allait avec un maillot de foot. En disant, le sport c'est très bien, c'est bien de mettre des millions et des millions dans des stades d'entraînement, mais c'est la petite association du coin qui crée le lien, qui fait sa petite kermesse, sa petite tombola, sa petite réunion 2 fois par an pour gagner 3 francs 6 sous, mais qui c'est qui fait les lessives pour les maillots de foot, qui c'est qui paye le carburant pour les déplacements pour l'équipe du petit village? C'est des gens qui ne sont pas aidés. Donc on veut sortir le sport du système de l'argent, et c'est la même chose pour la culture. La problématique de la culture, c'est que c'est toujours la grande oubliée, et ça s'est vu d'autant plus pendant le Covid, parce que ça a été dramatique pour tous ceux, alors j'ai quelques chiffres là, on parle d'une baisse de 40% des revenus pour les extras, les saisonniers, les intérimaires, et les guides et autres. Notre plan il est simple, c'est la règle du 1%. Vous vous souvenez le 1% culture, quand on construisait un bâtiment, il y avait toujours un truc qui était un peu bizarre, mais c'était peut-être là, je caricature un peu, à côté de ce bâtiment, on met 1% du PIB dans la culture pour la développer, parce que c'est le ciment et c'est le cœur de la société. Alors bien sûr, ça passe par des associations, ça passe par des citoyens au cœur de cela, mais au moins il y aura un budget de ce 1% qui sera incompressible et qui lui sera alloué. Aujourd'hui, c'est véritablement un manque de moyens à la culture qu'on constate. Merci. Bravo. Merci Gérard d'être venu, merci à vous. Je vous propose qu'on clôture cette réunion autour des cacahuètes de l'amitié. Hein. C'est véritablement. C'est vrai que j'ai pas ramené les bonbons de Darnay, mince. Mais... Si, parce qu'il y a quand même de la Cronenbourg de Meurthe-et-Moselle. Et il y a un stand également qui est tenu par Sébastien, que l'on remercie, avec les différents ouvrages de Gérard Filoche. Il y en a pour tous les goûts, je vous invite à jeter un petit coup d'œil.
Donc tout ça, ça s'est fait sur Et la 30 ans. Hein, sur 30 ans, la casse de l'hôpital, avec le summum qui a été la création de la T2A, tarification à l'activité, qui revient à marchandiser complètement l'activité hospitalière. Hein. Au lieu de prendre en charge avec le système de dotation globale un malade dans sa globalité, eh ben, en introduisant une tarification à l'activité, on va pouvoir couper le malade en petits morceaux. Voilà. On coupe un malade en petits morceaux, on dit pour réparer un poignet c'est tant, pour, chez le même mec qui s'est cassé le poignet, si en même temps il a un escargot au pied parce qu'il est l'éthique, on va le facturer tant, etc. Donc la tarification à l'activité avec des catégorisations de malades, donc on appelle groupe homogène de malades, peu importe, on ne va pas rentrer dans la technique, hein, mais on découpe la clientèle, c'est plus des humains, c'est des groupes homogènes de malades, et c'est un coût. Hein. Ça s'est fait très progressivement. J'ai travaillé à la sécurité sociale, on s'est fait complètement enfariner avec ça. Avant la T2A, la mise en place des systèmes d'information, on trouvait ça formidable. L'instauration d'un dossier médical, et puis voilà. Et on s'est fait complètement berner, quoi. On s'est tout d'un coup rendu compte qu'on était en train de nous faire vider les hôpitaux. Au prétexte de faire de la chirurgie ambulatoire, qu'on était en train de nous faire casser tout le système de dotation avec la T2A. Enfin, voilà, ça a été un très lent travail de casse. Donc, il faut qu'on refasse tout. Il faut qu'on refasse tout. Une fois qu'on casse un bout, c'est comme le train, on casse un morceau, puis on casse un autre, puis tout d'un coup, ça se met à dysfonctionner, et on dit, ah ben l'hôpital ne marche plus, alors on va mettre de l'argent dans le privé, plutôt que de le mettre dans le public avec ces feignants qui fichent rien, etc. Et puis on pompe progressivement tous les moyens du public et on les injecte dans le privé, qui ne fait pas du tout le même travail. Le privé, c'est comme partout, il ne fait que ce qui est rentable. Donc le privé, il ne fait que les actes qui rapportent de l'argent, qui ne coûtent pas beaucoup de personnel, qui sont pas, voilà, qui sont assez simples, et puis le public, on lui laisse tous les trucs difficiles. Tous les trucs chroniques, tous les trucs qui ne rapportent pas. Et puis il n'y a plus de personnel, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, tout le monde fout le camp de l'hôpital parce que les conditions de vie sont devenues globalement extrêmement mauvaises, quoi. Donc c'est tout ça qu'on va refaire. Il faut refaire tout. Et ce raisonnement-là de la marchandisation, la destruction en règle d'un système public, c'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour l'école, ça a été vrai pour le train, ça continue à être vrai. Pour l'énergie, c'est pas fini hein, dans tous ces domaines-là. C'est partout la même stratégie. Que faire de ces preneurs de décision, de ceux qui ont... Oui, mais les preneurs de décision... Que faire de ceux qui, par exemple, s'opposent au fait qu'il y ait un service de coronarographie à Épinal parce que ça va prendre des patients à Nancy, alors qu'il y en a besoin ici. Non, mais on va pour... Qui dit non, je suis pas d'accord, on le fait pas. Non, mais de toute façon, il y a quand même des responsables. Les responsables, ils s'appellent, on prend les derniers, Sarkozy, Touraine, Hollande, Macron, parce que c'est des... Oui, mais ce sont des décisions politiques. De n'avoir pas levé plus tôt le numerus clausus, de n'avoir pas recruté plus tôt des infirmières, d'avoir fermé des lits alors qu'il fallait de la prévention, de transporter des malades de Mulhouse à Brest, parce qu'il y avait à un moment donné une surcharge à Mulhouse et pas à Brest, au lieu d'avoir prévu une ampleur de lits qui permettait d'accueillir davantage. La politique de Macron, c'est simple. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de blouse, il n'y avait pas de surblouse, il n'y avait pas d'écouvillon, il n'y avait pas de respirateur, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de médicaments, il manquait de toutes sortes de médicaments préventifs, les vaccins, il n'y en avait même pas fabriqués en France. Du point de vue de l'absence de préparation, c'était la totale quand même. Le gars, le 6 mars 2020, il dit allez tous au théâtre. Et le 12 mars, il revient, il dit c'est la guerre. Un gars qui dit allez tous au théâtre le 6 mars, ça veut dire qu'il n'est pas préparé pour la guerre le 12. Et donc ça a affecté tout le déroulement des 2 ans de pandémie étalée. Et on a tous souffert de ça avec beaucoup de difficultés. Les gens l'ont senti très mal. Excusez-moi, l'heure tourne. On ne peut pas faire toujours que des... Il y a encore 3 personnes qui veulent prendre la parole. C'était sur le sujet. Donc, excusez-moi, je fais le méchant. Mais voilà, donc je vais donner la parole à 3 personnes. Vous notez et on répondra à ces 3 personnes. Merci. Pour clore sur la question d'hôpital, c'est simple, c'est l'ultralibéralisme. Et ça, on l'a vu arriver dans les fin des années 90 dans les hôpitaux. On est venu